Bonjour tout le monde, y a-t-il quelqu'un qui peut écrire en bas si tout le monde nous entend? Parfait, Bonjour. excellent. Bon matin. Ah, Joanie est là, fait que Joanie va être capable de... Bon matin, Joanie. Super, tout le monde va bien? Bon dimanche à tout le monde. Merci d'être avec nous autres pour passer cette petite heure-là. On va dire 1 heure parce que dans les derniers jours, on n'a pas été en bas de ça, 1 heure. Ça ressemble à ça. Euh, Fait que je me présente, Maxime Rioux, sauvaginier depuis une quinzaine d'années. Je suis aussi copropriétaire de la pourvoirie Plein Ciel Guide qui est située à l'île aux Grues. On se spécialise principalement dans la chasse aux oiseaux migrateurs, l'oie blanche, le canard, la sarcelle. Puis je suis depuis tout récemment distributeur pour les cartouches Kent au Québec. De mon côté, Caroline Grimard, conjointe de Maxime depuis 14 ans et demi, je pense, hein, mon amour. Je pensais que c'était 15 ans. Bientôt 15. Puis en fait, moi, j'ai commencé à chasser avec mes frères, petit gibier, étant plus jeune, mais la chasse à la sauvagine, je l'ai vraiment commencé il y a 14 ans avec un ami à l'université, puis avec Maxime. Euh, Dans le fond, comme femme sauvaginière, des fois, on a des challenges. On va avoir des challenges pour l'habillement, pour le fusil. Mais je veux prouver, en fait, que c'est possible de chasser et d'avoir du plaisir. Puis tout au long de ces années-là, Max et moi, on s'est perfectionnés tant dans le tir au fusil. On a pris des cours. Fait qu'on va en parler un petit peu dans la conférence, mais aussi, il y a 4 ans, on a acheté notre premier chien qu'on a voulu vraiment entraîner pour la chasse. Puis, on veut vous donner un petit peu des connaissances de base sur quoi faire quand vous achetez votre premier chien, les conseils qu'on pourrait donner en fait pour avoir du succès. Fait qu'on Puis, va, on va couvrir 3 points, 3 sujets. Les 3 sujets, on les a basés sur toutes les questions qu'on a reçues suite au reportage avec ACP. J'avais beaucoup de questions concernant l'accessibilité de cette chasse-là. Ça fait peur à bien du monde de voir des gros setups, beaucoup d'infrastructures pour réussir à chasser ces oiseaux-là, mais on veut démystifier ça un peu parce qu'il y a plusieurs catégories de sauvageons qu'on peut chasser. Fait qu'on va parler relève dans le sens jeunesse, mais relève aussi dans l'accessibilité qu'on peut donner à cette chasse-là pour tout le monde. On va aussi couvrir, comme Caroline l'a mentionné, une petite partie chien rapporteur. Puis dernièrement, mais non la moindre, on n'avait pas le choix de se garder un petit peu de temps pour parler de cartouches de chasse à la toute fin. 15 minutes, c'est pas long. C'est par vraiment sujet, court 15 par minutes par sujet. sujet. 15 minutes par sujet, c'est vraiment pas long. Fait que n'hésitez pas. À la toute fin, je vais laisser mon email en bas de l'écran. Pour ceux qui auraient d'autres questions, c'est sûr qu'on va répondre à des questions au fur et à mesure qu'on va voir dans le défilement des conversations. Mais si jamais vous avez d'autres questions et qu'on n'a pas le temps de répondre, gênez-vous pas, envoyez-moi un email, laissez-moi un petit peu de temps puis je vais vous revenir. Ça vous va? Fait qu'on est parti, Max. La relève. On sort ça mes notes. La relève, ouais. Suite au reportage, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes d'informations par rapport à c'est-tu nécessaire d'avoir autant d'appelants? C'est-tu nécessaire d'avoir autant d'équipements? C'est sûr que pour l'oie blanche, ça prend beaucoup d'équipements, oui. Il y a une grosse pression de chasse. Cette pression de chasse-là fait qu'on doit se différencier dans nos setups, dans nos façons de faire. Fait que oui, ça prend beaucoup d'équipements, ça fait peur de bien du monde. Cependant, il y a des chasses à la sauvagine qui sont accessibles avec un petit peu de prospection, des demandes de permission. Promenez-vous dans votre entourage, vous allez être en mesure de faire l'observation d'oiseaux qui voyagent entre les dortoirs puis les zones nourricières où ils vont s'alimenter. Je parle ici là, du canard. En banlieue, il y a du canard un petit peu partout. Ça dépend de quelle région vous venez, là, mais le Québec, on est chanceux. On est une zone, un couloir migratoire qui est quand même intéressant pour plusieurs espèces. Fait sortez, faites le tour, faites de l'observation, faites de la prospection. Mais quelqu'un qui veut s'initier au canard a pas besoin d'autant d'équipement comme l'oie blanche. Mais avec 2, 3 douzaines d'aplats, bien positionnés, vous allez être en mesure de faire de très belles chasses au canard là, dans certaines régions pas loin de chez vous. N'hésitez pas à aller voir les cultivateurs aussi quand vous arrivez. En fait,
on ne rentre pas chez un cultivateur ou dans une terre sans avoir eu la permission. Donc, allez les voir, posez-leur la question. Puis on s'assure toujours d'être respectueux. Les sauvaginiers, entre sauvaginiers, si l'accès a été donné à d'autres personnes, ben parfait, on va se trouver un autre champ. Puis c'est super important aussi de laisser l'endroit aussi propre que comment on l'a trouvé. Donc on ramasse ses cartouches, on ramasse tout. On s'assure que quand on sort du champ, c'est comme si on n'y était jamais passé. Puis à la fin d'une bonne chasse ou même d'une pas bonne chasse, juste d'offrir une petite bouteille de vin au cultivateur ou un oie ou un canard, souvent les gens ils vont l'apprécier. Fait que on fait ça dans le respect. Puis c'est tous des ingrédients pour avoir d'autres permissions, en fait, puis avoir l'accès à ces terres. Un autre point, une autre accessibilité que vous pouvez avoir, c'est il y a beaucoup de services de guide au Québec, il y a beaucoup de pourvoiries qui offrent de très beaux forfaits au niveau de la chasse à la sauvagine. Je pense que ça vaut la peine d'investir entre 250 à 350 dollars pour passer une journée avec eux autres puis vivre une expérience de chasse à l'oie blanche dans un setup à la hauteur de ce que ça prend pour faire de belles chasses pour ces oiseaux-là. Ça vaut vraiment la peine. Ces gens-là sont là pour vous autres. Ils vont vous offrir des forfaits en fonction de vos besoins. Puis c'est à eux autres de faire le travail, justement, pour trouver les oiseaux, vous placer sur les oiseaux, puis vous faire chasser ces oiseaux-là, puis vous faire bénéficier d'une belle expérience de chasse. Ça, c'est un point, puis ça vaut vraiment la peine. Puis prenez le téléphone, appelez-les. Puis ces gens-là sont très ouverts à discuter de leur forfait avec vous autres. Puis de toute façon, c'est tous des passionnés. Pour être un guide de chasse à la sauvagine, il faut vraiment être passionné. Il faut aimer ça, courir après ces oiseaux-là, puis réussir à donner de belles expériences de chasse à leurs clients. Là. Fait appelez-les, ça vaut vraiment la peine. Dans le fond, à tous les matins, on refait un setup, on déplace les oiseaux, on va déplacer les appelants. En fait, on essaie de faire déplacer les oiseaux dans nos setups. Fait que ça prend de la passion, ça prend... faut vouloir, là. Tu sais, c'est à tous les matins. Donc, assurez-vous justement de trouver un guide que vous allez apprécier, en fait, que vous allez avoir des bonnes discussions avec. Puis, nous, chez Plein Ciel, dans le fond, le service de guide, on offre... soit le tout clé en main, en fait, que les chasseurs vont arriver au lever du soleil, puis le setup va tout être fait. On a certains chasseurs qui veulent venir faire les setups avec nous, qui vont nous aider à déplacer les appelants. On y va vraiment comme les gens ont le goût d'y aller. C'est leur expérience de chasse. Fait que s'ils veulent en apprendre sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on place d'une telle manière, selon les vents, selon les camps où qui sont placés sur la bâture, on peut vraiment expliquer tout. Ou bien certains chasseurs qui vont arriver puis qui vont juste être prêts avec leur thermos de café, leur fusil puis leur caisse de cartouches, en fait leur sac à cartouches. On aime que les gens aient une belle expérience. Donc on s'adapte. D'autres points importants pour la relève, l'accessibilité à beaucoup d'informations. On a la chance aujourd'hui d'avoir accès à tous les médias sociaux. Il y a beaucoup de groupes de discussion à l'heure actuelle en place sur Facebook, Instagram. Vous avez accès à toute cette information-là. Vous avez accès aussi à la possibilité de poser des questions sur des groupes où il y a 10, 12 000 personnes qui vont être en mesure de vous répondre. Certains vont vous répondre, certains ne vous répondront pas, mais il va toujours avoir quelqu'un pour répondre à votre question, puis d'être en mesure de vous donner l'information que vous avez besoin. Un autre point, non le moindre, au niveau de la relève, il y a aussi des périodes de chasse qui sont destinées à la relève. La relève, je parle des personnes de 18 ans et moins qui ont accès de chasser une semaine avant l'ouverture. Ils se doivent d'être accompagnés, par contre, de gens qui ont les permis nécessaires pour le faire. Mais ça, c'est accessible à toutes les personnes en bas de 18 ans. Je vais fournir là, dans le fil de conversation toutes les réglementations en lien avec la journée de la relève. Mais il y a aussi la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs qui organise des événements à chaque année en lien avec la relève. Suivez leur site Internet.
Je sais qu'ils sont affiliés aussi avec plusieurs services de guide qui, eux aussi, offrent des journées spécifiquement pour la relève. Fait que les jeunes peuvent en profiter, les jeunes ou les nouveaux chasseurs peuvent en profiter, puis vivre une expérience de chasse là, qui va probablement les accrocher pour le reste de leur vie suite à leur expérience avec les différents guides qui sont associés. Max, tu as abordé le mot permis. Pour ceux qui ne le savent pas, pour chasser les oiseaux migrateurs, ça prend 2 permis. En fait, ça prend le permis de petit gibier et ça va prendre le permis au fédéral, qui est le time qu'on peut acheter à Post Canada, qui permet, dans le fond, l'accès aux oiseaux migrateurs. Assurez-vous de toujours avoir vos permis en main. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le pick-up puis que vous êtes sur la bâture ou dans le champ. Gardez-les toujours avec vous. Ça va arriver qu'on se fait contrôler. On s'est fait contrôler, je pense que c'est le printemps, pas le dernier parce qu'on n'a pas eu de chasse, mais l'autre. Puis honnêtement, nous, on était contents de voir les gardes de chasse arriver puis de venir voir qu'est-ce qu'on fait. Ça montre qu'ils font du contrôle puis c'est ce qu'on veut. Donc, ayez toujours vos permis signés sur vous. Ça, c'était le petit point Maman Caro qui est important pour continuer la chasse. Fait que pour ceux qui ont besoin d'informations, gênez-vous pas. Au pire, contactez-moi, inscrivez-vous sur les différents groupes de discussion, mais gênez-vous pas à poser des questions. Il y a beaucoup de gens d'expérience au Québec sur les différents forums pour vous accompagner là-dedans. Si on fait un wrap-up, dans le fond, là, la chasse à sauvagine, c'est accessible à tous. Si c'est votre première expérience, vous voulez savoir si vous allez aimer ça ou pas, payez-vous un service de guide. C'est là que vous avez le plus de chances d'avoir du succès pour cette première chasse-là. Si vous êtes capable, on va en parler un petit peu plus tard, mais pratiquez-vous aussi avec votre âme. Mais c'est vraiment, allez-y avec un service guidé qui vont avoir tous les appelants et tous les ingrédients pour que vous ayez une chasse plein de succès. Marche? Ça marche? Prochain sujet. Joanie, elle nous parle, elle dit, surtout en pré-saison, c'est fou. Oui, c'est une semaine vrai. avant tout le monde. Les populations de canards sont là, ils n'ont pas été dérangés encore. Fait que, les oiseaux se font surprendre. C'est accessible. C'est vraiment, c'est vraiment une super. C'est une belle initiative en fait d'arriver à initier des nouveaux chasseurs. Puis aussi, ben ça prolonge la saison des sauvages. La relève est vraiment importante. Yes. Chien rapporteur, ben Caroline a mentionné un petit peu tantôt, il y a quelques années, ben précisément 4 ans, on a fait l'acquisition de notre premier chien, qu'on peut dire premier chien de chasse, premier chien rapporteur. On avait d'autres chiens dans le passé, mais c'était plutôt des chiens de maison. C'est une grosse étape. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Au niveau, tu as choisi ton éleveur comment? C'est quoi les questions que tu t'es posées pour arriver à faire le bon choix? Évidemment, la première question qu'il faut se poser quand on parle de chien rapporteur, il faut vraiment aller déterminer notre besoin. Est-ce qu'on veut un chien typiquement de chasse? Est-ce qu'on veut un chien qu'on va pouvoir faire des tests de chasse durant l'année? Des tests de chasse, ça consiste à, en fin de compte, tu vas aller chercher le niveau de ton chien. Tu vas passer des tests, puis ça va établir le niveau de ton chien, le niveau que tu es rendu dans ton entraînement. Fait qu'il va y avoir des tests de chasse, puis il va y avoir aussi la possibilité de faire de la compétition, des field trials avec les chiens. Là, c'est les chiens contre les chiens. Puis c'est le meilleur rapporteur à la fin de la journée qui va l'emporter. Fait que c'est vraiment d'aller chercher notre besoin spécifique à ce niveau-là. Puis suite à ça, poser les bonnes questions. C'est de prendre le téléphone puis appeler les éleveurs. Encore une fois, il y a beaucoup d'éleveurs au Québec qui sont prêts à répondre à vos questions. Moi, j'en avais appelé quelques-uns. J'ai accroché sur Alain Jeté de Edge Top Retriever. Pourquoi j'ai accroché sur Alain? C'est qu'il a été en mesure de passer 2 à 3 heures avec moi au téléphone, 2 fois, si c'est pas 3 fois, pour justement m'expliquer c'est quoi un chien rapporteur, puis c'est quoi les aptitudes d'un bon chien rapporteur, puis comment être en mesure aussi de lire les différents pédigrees. Là, je parle de chien rapporteur. Probablement que je suis probablement convaincu que sur la conférence aujourd'hui, il y a des gens qui ont des chiens éleveurs, des chiens pointeurs. Sachez que, oui, là, je parle de chien rapporteur, mais un chien éleveur peut rapporter tout autant
qu'un labrador là, dans certaines fonctions, là, parce qu'on en a vu là, des pointeurs, des flusheurs très bien rapportés au, À la chasse à la aux chasse oiseaux. à sauvagine, Ouais. dans des situations de chasse à sauvagine. Fait que là, on va parler beaucoup de labrador, là, mais c'est pas pour tasser les autres. Là. Il y a de très bons chiens, il y a de très bonnes races de chiens là, polyvalentes pour être en mesure de faire le travail, mais je veux pas que vous pensiez que on se concentre juste sur le labrador. C'est sûr qu'on est vendu au labrador, mais je voulais le mentionner. On peut peut-être dire, dans les retrievers, les différentes races qu'il y a, qui sont reconnues, en fait, là, on a le Labrador, on a le Golden Retriever, on a les Chesapeake Bay, et il y a aussi les caniches. Les caniches royales font partie des chiens rapporteurs qui sont enregistrés au CKC pour pouvoir faire les hunt tests. Puis je pense qu'il y a il y a un autre Irish Spaniel, quelque chose comme ça, je Ouais, pense, qu'on voit là. qu'on voit. Les docteurs là. Il y a des tôleurs, ouais, effectivement. Mais nous, on a des labradors, on a deux labradors noirs entraînés. En fait, un de 4 ans qui est Goose, puis Ice de 18 mois, qui est en entraînement présentement. Ben, toujours en entraînement, en fait. Donc, choisissez aussi votre race avec les caractères vont être un petit peu différents. Mais c'est tous des chiens qui vont avec du temps puis avec de l'énergie que vous allez mettre sur l'entraînement qui vont vous rapporter beaucoup sans faire un mauvais jeu de mots. Oui, ils vont vous rapporter votre gibier, mais c'est le plaisir de les avoir avec nous à la chasse. De mon côté, ça a été vraiment un stress au début parce que entraîner un chien pour moi, c'était de l'inconnu. Euh, Puis je voulais m'assurer de le faire de la bonne façon. Ces chiens-là, oui, c'est des éponges, ils vont apprendre tout ce que vous allez leur enseigner, mais c'est sûr qu'à un moment donné, on se bute tout le temps à un mur, soit que le chien ralentit dans son apprentissage, puis c'est important d'avoir des gens, euh, de s'encadrer autour de gens qui vont être en mesure de nous aider, qui ont déjà passé au travers de ces étapes-là, de ces murs-là, qui ont réussi à trouver des solutions pour s'en sortir. D'où le fait que dès qu'on a eu Goose, on s'est fait conseiller tout de suite de s'inscrire dans un club de chiens rapporteurs. On est chanceux à Québec, dans la région de Québec. En fait, il y a le club de chiens rapporteurs de Québec qui est probablement un des plus gros clubs dans la province. Puis honnêtement, là, rechercher autour, il y a des divisions, en fait, dans pratiquement toute la province. Il y en a Il y a partout. l'Estrie, Montréal, Lac-Saint-Jean, Les les Laurentides. Laurentides, Trois-Rivières, maintenant, je pense qu'ils ont leur club aussi. Puis c'est pas parce que le Club de Québec prend juste les gens de Québec, là. Si, exemple, il y a des gens de Rimouski, eh ben, il y a des gens de Ouais, Rimouski en fait, ouais. dans le Club de chiens de rapporteurs de Québec. Il y a des gens du Lac-Saint-Jean aussi. C'est accessible à tous, peu importe la région dans laquelle vous provenez. Ce qui est le fun avec le club, en fait, c'est que oui, on peut trouver notre mentor, en fait, des gens qui ont vécu toutes les expériences, mais on a aussi tout le coaching, puis on a des entraînements dirigés. Dans le club de Québec, à toutes les semaines, en situation hors pandémie, on se rejoignait une fois par semaine, toute la gang, pour faire des entraînements. Donc, pendant tout l'été, on va entraîner le chien. Ça devient un peu un happening. On est une belle gang. Puis, ben, ça fait qu'on arrive à l'automne, le chien, il est prêt pour sa saison. On peut pas demander à un chien non plus qu'on laisserait faire la patate pendant toute l'été à rien faire, puis après ça, à la saison de chasse, que le chien faut qu'il soit top performant, et etc., tu sais, qu'il arrive puis qu'il soit top shape. Ben, c'est un peu une manière, dans le fond, avec le club de chiens rapporteurs, de garder nos chiens toujours en bonne forme. Puis aussi, c'est ça, c'est d'aller chercher tous les conseils. Il y a plusieurs étapes avec un chien, avec un chiot. Puis ils ont des crises d'adolescence où qu'à un moment donné, on pense qu'ils ont tout perdu leurs acquis. Ben le fait d'être dans le club, puis d'avoir des gens de dire OK, attends un peu, là, ça marche plus, il le fait plus. Ils vont nous rassurer, puis ils vont nous aider aussi à régler ces petits problèmes-là, puis ces petites bêtes noires-là qui peuvent arriver. Le but, c'est toujours d'avoir du plaisir avec son chien, mais c'est aussi d'arriver puis d'avoir le succès quand on arrive à la chasse. Je me souviens encore la première fois que j'ai tiré mon oie. J'étais dans le cache avec Max. Goose, il était à côté de moi. Puis là, je tire l'oie, puis elle descend, puis elle s'en va dans...
en planant, ça va super loin dans le champ. Puis là, il me dit, ben, Caro, vas-y avec Goose. Fait que là, je suis partie. Puis le chien, il est parti, puis il a ramassé Loi. Je pense que je me suis mis à pleurer quand j'ai vu le chien qui revenait avec Loi. C'est comme si c'était la finalité pour moi de dire, OK, ben, j'ai tué mon noir, puis mon chien me le rapporte, puis c'est moi qui ai travaillé pour que le chien ait cette drill-là, cette drive-là, puis qu'il arrive à le faire. Fait que c'était vraiment mémorable. Puis je me souviens quand on a été chercher notre chien chez Alain, il nous a dit, ouais, vous êtes des passionnés de chasse, vous allez voir à un moment donné, vous passerez plus d'un chien. Puis moi, je peux dire, quand on est avec des clients, je prends même plus mon fusil. En fait, mon fusil, et je l'amène même plus dans le cache. Je m'occupe 100% du chien. Puis vous l'avez peut-être vu dans le reportage de ACP, justement, dans l'émission. J'ai même pas sorti mon fusil une seule fois. Ma priorité, c'était le chien, il travaillait. Puis j'avais autant de plaisir à faire rapporter le chien que si je tirais les oiseaux. Fait que c'est vraiment une passion qui s'est découverte que je savais pas. En fait, moi, quand on a eu le chien, là, je m'attendais pas à ce que ça crée ça. Non, à la base, c'était mon chien. Ouais. C'est ton chien. Fait que, mais c'est pour ça que maintenant, t'as Ice, qui est ton chien. Puis, ben, ça permet aussi, comme sauvaginier, les périodes de chasse, on sait, c'est tout le temps super court. Ben, ça permet de nous faire pratiquer notre sport ou nos passions autour de notre sport, de notre chasse, 365 jours par année. Fait que, un chien, c'est super important. C'est sa vie qu'on a. En fait, on l'a pour sa vie. On dit on l'a pour la vie, mais on l'a pour sa vie. C'est un contrat qu'on a pour 12, 13, 14 ans. Puis ça commence, tu sais, j'ai eu beaucoup de questions. Vous commencez à entraîner à quel âge? Ben, c'est dès qu'il rentre à la maison. S'il y a des gens qui s'attendent d'avoir des chiots dans les prochaines semaines, prochains mois, je vous dirais, prenez contact avec Conrad Landlois. Conrad Landlois, il a créé deux beaux documents sur le micro-entraînement. Micro-entraînement veut dire de petits entraînements qui vont être bénéfiques là, tout au long des premières années de la vie du chien, mais que vous allez en voir les résultats là, tout au long de sa vie. Le micro-entraînement, c'est vraiment une base qu'on commence très jeune. Puis, c'est des petits entraînements, 5 minutes, par coup de 5 minutes, là, 2, 3 fois par jour pour pas fatiguer le chiot, mais tout le temps le garder ouvert à un certain apprentissage. Fait que Corad, il a développé deux beaux documents, justement, qui vont vous permettre de faire les premières étapes par vous autres même à la maison, puis bien encadré. Même Corad, il offre, là, avec la situation de la COVID actuelle, il offre des séances là, sur le web, en ligne, comme on fait là en ce moment. Puis il est capable de vous encadrer avec votre chiot. Le Corad est présent sur plusieurs forums de clubs. Ouais. Il est vraiment, il a une bonne réputation en ce moment là, sur le circuit qu'on appelle. Là. Mais il va être là pour vous encadrer. Puis les documents, c'est important. C'est important d'avoir une source d'information qui va être en mesure de vous guider dans le développement de votre chien. Puis pensez pas parce que votre chien a 2 ans que c'est fini. Là. C'est jamais trop tard pour commencer. Si votre chien a le désir de le rapporter. désir de rapporter, vous allez être en mesure d'y enseigner beaucoup, beaucoup de choses. Vous allez être surpris. Si les gens souvent nous demandent à quel âge qu'on commence l'entraînement, Max, tu viens de parler de micro-entraînement. En fait, dès qu'on a eu le chiot, Alain nous avait conseillé d'acheter des rouleaux à peinture vides, dans le fond. Puis pourquoi rouleau à peinture? Ben, c'est que les petites dents du chiot vont comme s'accrocher là-dedans, puis de lancer ça. Puis fait que dès qu'on a eu le chiot à l'âge de 8 semaines, là, on pratiquait des petits rapports à l'intérieur de la maison. Puis le chien, il rapportait d'instinct. C'est là qu'on voit que c'est vraiment de l'instinct. Là, à un moment donné, dans les étapes, à un moment donné, il y a le goût de plus jouer avec le jouet que d'autres choses. Mais ça, c'est toutes des choses qui vont se corriger. Mais d'instinct, à 8 semaines, le chien, il veut rapporter. Fait que c'est vraiment des étapes qui sont super le fun à faire. Avez-vous des questions sur les chiens rapporteurs? 15 minutes, c'est ça. Hein, c'est très, très court. Moi, je pense que les gens, ils prennent leur café le matin, Max. Nos gens sont quiet, là. Mais on voit qu'il y a des gens connectés. Frédéric, qui nous dit belle conférence. Merci, Fred. Mais honnêtement, gênez-vous pas dans les difficultés que vous allez rencontrer ou même quand ça va bien.
Quand vous êtes rendu à passer à une autre étape, il y a différentes étapes à rencontrer dans l'entraînement d'un chien rapporteur, là, puis c'est bien important de les faire. Gênez-vous pas, posez des questions. Il y a des références. C'est l'accessibilité à l'information qu'on Mm. a en ce moment qui est incroyable, là. Fait que gênez-vous pas, posez vos questions, puis vous allez avoir beaucoup, beaucoup de plaisir avec vos pitous. Ouais. Puis il y a moyen de se perfectionner aussi à travers tout ça. Là, un an, jour pour jour, j'étais en Alabama en train d'entraîner, justement avec John Richardson, qui est un entraîneur de Québec, qui lui passait ses hivers en Alabama. La pandémie oblige, cette année, il est à Québec. Mais tu sais, j'ai pu passer 2 semaines, là, vraiment un séminaire à travailler avec Goose et Ice. Puis c'était vraiment, vraiment t'sais, moi, j'ai pris une coche là, comme entraîneur. Là, même je suis capable d'aider Max avec les petits bugs que Ice peut avoir, là, vu qu'on revit un peu les mêmes étapes avec notre nouveau chiot. Mike, tu parles, que pensez-vous d'un clicker? Un clicker, nous autres, on n'a jamais utilisé ça. On y va beaucoup, beaucoup avec... quand le chien il est chiot, là, ça va être avec des croquettes. Les labradors, c'est tellement gourmand. On prend même une portion de sa ration quotidienne, puis on va la mettre de côté pour le récompenser. Fait que on va dire sit, on va lui donner la croquette, on va dire here, on va lui donner la croquette. Puis par la suite, pour le rapporteur, son plus grand nanan ou sa récompense, c'est d'aller chercher l'oiseau. C'est d'aller chercher l'oiseau puis de nous le rapporter. Fait que même quand on veut corriger un chien qui fait qu'il est pas correct, ben on l'enverra pas chercher l'oiseau, même si l'oiseau, il sait qu'il a tombé, etc. On, comme pour le chicaner ou le punir, on l'enverra pas chercher, on le laissera pas aller chercher son ananas, sa récompense, en fait. Fait que le clicker... Le clicker, honnêtement, moi, on l'a jamais utilisé, je l'ai jamais vu utiliser. D'ailleurs, dans les différents clubs qu'on a côtoyés, je l'ai jamais vu utiliser. C'est peut-être un avenue aussi qui est possible, mais honnêtement, je suis pas en mesure de te répondre parce que on l'a pas utilisé. Euh, peut-être juste, nous, qu'est-ce qu'on utilise, maintenant pour donner les signaux aux chiens, c'est un sifflet. Fait que, tu sais, selon un coup de sifflet, ça veut dire sit, assis-toi, puis 2 coups de sifflet, ça veut dire reviens. Fait que ça nous évite de crier sur la batture here ou d'hurler, là. Fait que un chien qui est monté au sifflet, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. C'est encore, je pense que vous pouvez le voir dans le reportage de ACP, là, on entend des fois un bruit strident, mais c'est moi qui ramenais Goose ou qui le sifflait pour qu'il s'assoie. Vincent, tu demandes 3 couleurs, est-ce que ça change-tu leur personnalité? Hey, ça, c'est une bonne question. Il y a des rumeurs où il y a des gens qui disent les chocolats, c'est des chiens de maison, puis les jaunes, c'est des chiens de famille, puis les noirs, c'est des chiens de bois ou whatever. Pour être honnête, je pense que c'est les parents. Les parents, si c'est des chiens de chasse, des lignées de chasse, t'as beaucoup plus de chances d'avoir un succès avec un chien qui va avoir l'instinct de chasse. C'est la génétique. C'est de la génétique. Peu importe la couleur, c'est la génétique que tu as en arrière en arrière de ton chiot, là, du pédigree de ton chiot qui va faire en sorte que ça va faire une différence, là. Mais la couleur... Selon moi, à la fin, ça devient juste un choix personnel. Nous, nos chiens sont noirs, mais dans le club, on a tous les couleurs. Toutes les couleurs. Il y a du Red Fox, là, il y a le jaune se décline jusqu'à être pratiquement roux, donc Red Fox. Mais tu sais, ce qui est important quand vous cherchez un éleveur, assurez-vous que l'éleveur qui fait partie du Canadian Kennel Club, le CKC, c'est comme ça que vous pouvez vous assurer d'avoir un chien, un éleveur en fait qui est consciencieux, que les chiens ont eu tous les tests de santé. Au niveau du labrador, là, ça va être des tests de hanches, de coudes, au niveau des yeux. Fait que ça garantit plus en fait, puis même souvent les éleveurs ils vont donner une garantie, pour la santé du chiot que vous achetez. Puis peut-être dernier point, le chien à l'achat c'est un coût X, mais c'est vraiment pas ça qui va coûter le plus cher tout au long de la vie du chien. Ça va être l'entraînement si vous voulez payer certaines étapes avec un professionnel.
Puis bien sûr, les soins de santé, puis nourrir l'animal pendant toute sa vie. Fait que l'achat du chien en tant que tel, oui, c'est un coût X au départ, mais c'est pas là qu'on doit chipper, en fait. Donc, je pense que ça fait le tour pour les chiens rapporteurs. On embarque sur les cartouches, sur le tir, les fusils, etc. Ça, c'est le dada à Max. Dernier sujet, mais non le moindre. Cartouche de chasse. Évidemment, il y a cartouche de chasse, on pourrait en parler des semaines. Il y a plusieurs mouvements de pensée sur les cartouches. Puis, honnêtement, je suis pas là pour défaire ça. Je suis là pour vous dire que sur le marché à l'heure actuelle, il y a d'excellents produits. C'est plein. C'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse un peu avec Ken, parce que ça fait plusieurs années que j'étais avec Ken, puis j'apprécie le produit pour sa qualité, puis sa répétabilité. Mais ça demeure un goût entièrement personnel. Moi, ce que je veux vous amener, c'est apprenez à connaître vos cartouches. Prenez du temps à tirer vos cartouches en dehors d'une situation de chasse. Dans le sens qu'en saison morte, ben, faites comme à peu près un chasseur de gros gibier fait. Il sort, il va au club de tir, puis il tire avec sa carabine pour voir justement où il tire. Ben, c'est la même chose avec un fusil. Avec un fusil, c'est pas parce qu'on a un patron d'une certaine grandeur qu'on est sûr de tirer sur l'oiseau qu'on tire. Il faut s'assurer de voir où on tire avec notre arme. Fait que ce que je vous suggère de faire, puis si vous avez des questions là-dessus, gênez-vous pas sur comment faire, mais ça va être très bénéfique pour vous de faire des tests de patronage. Avant même de faire du pigeon d'argile, je vous dirais, sortez avec votre arme, puis faites une journée combinée, là. Installez-vous un morceau de plywood, un panneau, aux distances que vous utilisez pour chasser d'habitude, soit 25 verges, 35 verges. Il y en a qui vont jusqu'à 45 verges. Ça va vous puis tirer sur votre panneau, sur une feuille de au moins un minimum de 30 pouces de large. Faites-vous un beau rond à l'intérieur, puis tirez de façon naturelle sur ce panneau-là. Quand je dis de façon naturelle, c'est que je veux pas que vous vous mettiez dans un étau puis que vous tiriez sur le panneau. Parce que à la chasse, vous ne serez pas dans un étau, vous allez être en mode naturel. Fait que épaulez-vous, mirez le panneau, puis tirez sur la feuille de papier, puis ça va vous donner un patron en fonction de la cartouche que vous utilisez, puis le choke que vous utilisez. Fait que tout dépendamment où vous êtes sur le panneau, vous êtes en mesure de voir, OK, ma position de tir est bonne, mon résultat il est bon sur le panneau, fait que je vais être correct. Faites-le 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois pour voir c'est quoi votre stabilité après chaque tir, puis vous allez être en mesure de conclure à ce niveau-là. Même moi, l'année passée, j'ai réalisé que je tirais un petit peu en haut à droite, surprenamment, sur plusieurs tirs répétitifs. Fait que je me suis ajusté. Les grands manufacturiers d'armes aujourd'hui, c'est le fun parce qu'ils ont la possibilité, ils offrent la position de changer la position des cales pour justement se replacer, réajuster l'arme selon notre position de tir pour être en mesure justement de réajuster s'il y a des erreurs sur le panneau ou dans notre patron. Il y a aussi par exemple, mon fusil de tir, ben j'ai une crosse ajustable, fait qu'on peut venir monter la hauteur au niveau de la joue. Moi, étant gauchère, en fait, ayant un œil dominant gauche, ben je suis capable de déplacer un petit peu ma crosse aussi vers le côté gauche pour m'assurer qu'à toutes les fois que je tire, je suis vraiment centrée ou un petit peu au-dessus. Là, c'est souvent ce qu'on veut aller chercher. Donc, ça vaut la peine de bien ajuster son fusil. C'est la première chose, en fait, qui va faire qu'on va avoir du succès. C'est comme si vous alliez à chasse au gros gibier, mais vous n'alliez pas ajuster votre télescope. Je pense que ça fonctionnerait pas. Fait que les fusils n'ayant pas de télescope, la manière de s'ajuster, c'est de faire du patronage, puis de venir... mon fusil de chasse, par exemple, j'ai mis une petite bande de foam pour me remonter puis me tasser encore une fois du côté gauche. Je m'en fiche, il y a du tape sur mon fusil, mais je sais où je tire, puis je tire à la bonne place. C'est bon aussi de connaître. Sur le marché, il y a d'innombrables choix de choke, d'innombrables choix de munitions. Si vous avez votre munition, c'est du numéro 2, ben, assurez-vous de voir qu'est-ce que ça donne comme recette
comment votre arme va digérer cette cartouche-là, puis qu'est-ce que ça va donner sur le panneau lors de la période de patronage. C'est important de déterminer ça parce que il y a beaucoup de chokes sur le marché qui sont vendus. Il y a des chokes standards que je vais appeler comme les IC, les modifiés, les full. Mais il va y avoir aussi une certaine catégorie de choke pour la chasse, principalement pour la chasse à sauvagine. Il va y avoir des Wad Stoppers de type Pattern Master, Wad Wizard. Fait que ces chokes-là, j'appelle ça comme des chokes on-off. C'est pas un choke que je recommanderais à un débutant puisque ça ne pardonne pas, puisqu'on vient rapetisser la longueur de ta gerbe de plomb. Fait qu'en faisant ça, en rapetissant la longueur de la gerbe de plomb, ça densifie le patron. C'est sûr que quand ça donne l'impact sur l'oiseau est considérable, mais c'est facile de passer à côté. Fait que pour une personne qui débute à la sauvagine, j'irais avec un modifié. Mais c'est pour ça que c'est important de faire les différents tests avec la cartouche que vous utilisez, le choke que vous utilisez, pour voir qu'est-ce que ça donne sur le panneau à une certaine distance. Puis ça va vous faire réaliser des choses. Puis juste de faire ça, ça va vous permettre de visualiser où vous êtes quand vous tirez sur l'oiseau, puis augmenter vos chances de succès. Marco, il demande, en fait, il affirme que les cartouches en acier tirent moins loin qu'au plomb. Max, veux-tu présenter tout de suite ton tableau des billes? Je pense que ça pourrait être intéressant. On voit un petit peu la... Je vais le partager. Tu vas le partager dans la conversation? Je vais le partager dans la conversation. Oui, l'acier va moins loin que le plomb, principalement. Puis je vais le montrer. Je vais juste faire ça comme ça. Je vais l'accepter. Ouais. Excusez. Technique. Je vais vous montrer je vais vous le montrer à l'écran, là. C'est beaucoup une question de poids. On voit ici les densités des différents matériels utilisés pour faire les billes sur le marché en ce moment. Il y a l'acier qui est à 7,9 grammes par centimètre cube. Il y a le bismuth le bismuth et le tungstène qui sont deux alternatives aux non toxiques avec l'acier. C'est sûr que le bismuth et le tungstène, c'est un tout autre budget pour tirer ce genre de cartouches-là, mais c'est très... les performances sont exceptionnelles au niveau de ces matériels-là. Mais c'est pour vous montrer. L'acier est à 7,9 grammes par centimètre cube, tandis que le plomb du temps, lorsqu'on chassait au plomb, était à 10,9. Fait que ce qu'on veut, c'est on veut créer de l'énergie quand on tire une cartouche pour justement réussir à avoir un impact qui est considérable sur l'oiseau. Mais le fait de diminuer son poids avec l'acier, évidemment, oui, ça baisse l'énergie, puis oui, ça va moins loin, ça a une tendance à avoir moins de résistance face au vent puis au déplacement dans l'air des billes. Fait que ce petit tableau-là, pour l'avoir illustré illustré à l'écran, là, je l'ai partagé dans la zone de conversation, fait que vous allez pouvoir y avoir accès. Mais Kent a fait ce petit tableau-là cette année dans son catalogue pour justement guider les gens vers le choix de billes pour les différentes espèces d'oiseaux qu'on peut chasser au Québec. Puis il y a aussi les différentes grosseurs de billes qui sont disponibles, puis leur quantité par once dans chacune de ces cartouches-là. Marc-Claude, salut Marie! Marc-Claude Landry on tire entre filles et de Browning. En fait, Marie, c'est l'été passé, je pense qu'on t'a fait essayer la low recoil, puis ouais. T'en parles. Effectivement, souvent les filles ils vont dire ça kick trop un 12 puis blablabla. Non, je pense que si tu choisis ta bonne cartouche, tu peux vraiment réussir à avoir du plaisir. C'est surprenant, ce matin, Max, on n'a pas eu encore la question sur le 3 pouces et demi. Oui. C'est sûr qu'elle allait peut-être venir, on va la scooper tout de suite. Max, toi, tu tires, tu chasses avec quoi, en fait, la chasse à l'oie? Encore là, c'est un goût personnel, mais honnêtement, je suis plus capable de tirer du 3 pouces et demi. Pour moi, ça cogne trop. Ça dépend de l'arme utilisée aussi. Il va y avoir des armes à inertie, il va y avoir des armes au gaz. Ça peut influencer, mais moi, le recul est trop grand, puis je veux dire, j'ai un bon gabarit là, pour les gens qui me connaissent, mais si j'ai le malheur de tirer une cartouche de 3 pouces et demi,
Je m'assis dans la cage, puis c'est fini, c'est mal de tête automatique. Mais ce que je veux mentionner, c'est que avec les performances qu'on peut aller chercher dans chacune des cartouches aujourd'hui, la cartouche de 3 pouces fait amplement le travail. Moi, je chasse avec du 3 pouces, 1,5 once dans le 1, puis encore une fois, je le répète, c'est un goût personnel. C'est par rapport aux tests que j'ai faits, aux choke que j'utilise. Mais c'est avec ça que je chasse la majeure partie de l'année à l'oie blanche. Au canard, je vais utiliser la même chose, 3 pouces, 1,5 once, mais là, j'y vais en bille. J'adore la petite bille. J'y vais en numéro 6. Pourquoi la petite bille? C'est parce qu'il y en a plus dans ta cartouche, puis ça fait un méchant beau nuage de billes à mettre en avant des oiseaux, puis les résultats sont là. C'est des produits qui sont performants, mais c'est pas nécessaire d'aller dans le 3 pouces et demi pour la chasse à la sauvagine. C'est pas un must. Il y en a qui l'utilisent, il y en a qui adorent ça, puis je respecte ça. Il y en a sur le marché, puis il y a des armes pour les différents manufacturiers font des armes en version 3 pouces et demi. Donc, c'est accessible, mais encore là, c'est vraiment un choix personnel. On va répondre vite à la question de Mike par rapport à avec quoi qu'on nourrit nos chiens. Nos chiens sont nourris avec la Inukshuk, nourriture qui est pour des chiens de travail, en fait, des chiens de performance. Ils ont 3 formules, qui est la 26-16, la 30-25 ou la 32-32, qui se trouve à être le ratio énergie gras, protéines gras. Puis on a vraiment du super succès avec cette nourriture-là. Fait que les chiens, pendant qu'ils sont pas dans la saison de la chasse, on les maintient sur la 26-16, qui se trouve à être aussi la nourriture de chiot chez Inukshuk. Puis quand on arrive dans la période de chasse, on va les monter à du 30-25 pour être sûr que les chiens aient de l'énergie, qui perdent pas de poids, puis qui tu sais, dans le fond, que les chiens ils grugent pas dans leurs muscles leur énergie. On a des super bons résultats. Même les chiens, on dirait qu'ils sont sur le gaz d'avion par bout. Ils sont très beaucoup d'énergie. Si jamais tu veux plus d'infos, Mike, par rapport à ça, simplement m'écrire un email. Là, je vais fournir mon email tout à l'heure. Puis je pourrais te transmettre plus d'informations. Puis Anne-Marie, elle pose une super bonne question avec son vin semi-auto. Est-ce que je peux aller à l'outarde? Clairement, tu peux aller à l'outarde, Anne-Marie. Personnellement, je veux chasser cet automne et peut-être même ce printemps au vin. Je veux être capable, en fait, je veux prouver que oui, on peut aller à la chasse aux gros oiseaux migrateurs, en fait, à l'outarde ou à l'oie, avec un vin. Ça prend la bonne cartouche. Kent fond de la cartouche dans l'acier. Max, les grosseurs de billes? Aujourd'hui, dans le 20 gauge, là, il y a plusieurs options. Dans l'acier, il y a du 2, du 3. Puis il s'en vient du 4 aussi également. Il y a aussi dans plusieurs charges disponibles, il y a du 7/8 d'once, il y a du 1 once. Il y a du bismuth aussi disponible sur le marché. Mais je pense qu'avec les cartouches performantes qu'on a aujourd'hui, avec le bon choke au bout, puis le principal, c'est d'être dessus. Si t'es dessus avec un 12 ou un 20, ça va être le même résultat, tu vas récolter ton gibier. Ouais. Puis ça vient avec des tests puis de la pratique. Mais oui, ça se fait avec un 20 gauge. De plus en plus, on voit des gens faire des chasses juste avec des 20 gauges et 28 gauges aussi qui sont disponibles. Oups, je suis en train de vous envoyer dans le salon. Dans différents loads qui sont accessibles. Fait que c'est intéressant, les performances sont là. Pratique-toi, Anne-Marie, si tu es capable d'aller faire du pigeon d'argile aussi avec ton vin pour être sûr que tu comprends bien les avances par rapport aux pigeons puis où tu veux aller tirer finalement. Là. Faut se rappeler que c'est une cible qui se déplace. Donc, il faut toujours aller tirer en avant. Puis plus la cible se déplace rapidement, plus qu'on va mettre d'avance. Donc, tu devrais vraiment arriver à avoir du succès avec ton vin sans problème. Nourriture au cru, c'est Marcel Plamondon qui nous écrit sur ça. Personnellement, on n'a jamais fait de switch au cru. On n'a jamais... Je pense que c'est un petit peu de lâcheté peut-être à travers tout ça. On est beaucoup, quand on fait les compétitions et tout, c'est pas mal plus facile de traîner la poche de bouffe c'est que la bouffe en voyage, au cru, etc. La bouffe au cru, il faut quand même que tu la gardes au congélateur, au frigidaire. Quand on fait puis je veux dire, à 3 chiens, nous autres, ça représenterait une quantité énorme de nourriture à tout le temps. On voyage beaucoup là, entre la maison puis l'île.
ça serait une grosse gestion à faire. Fait que pour nous, c'est pas une option. Je sais qu'il y a des gens qui ont de très bons résultats avec le cru, mais ça dépend vraiment de votre quotidien puis de qu'est-ce que vous faites avec votre chien. Mais nous autres, l'option n'était pas bonne parce que on voyage beaucoup trop puis ça serait trop une gestion pour la conservation de cette viande-là. Puis on n'a jamais entendu parler qu'un chien allait manger le gibier s'il était habitué de nourrir au cru ou quoi que ce soit. Là. Fait que ça, c'est plus dans les étapes là, de force fetch que qu'on vient régler sur la prise du canard là, ou de l'oie. Donc c'est pas mal ça. C'est un choix qu'on a fait d'y aller avec de la nourriture sèche. Puis la nourriture Inukshuk, là, on le voit qu'elle est quand même très dense. C'est pas une nourriture qui flotte, en fait, parce qu'on met un petit peu d'eau dans les bols des chiens parce qu'ils mangent trop vite. Fait que pour ralentir un peu le processus, on met de l'eau en même temps que la nourriture. Puis les croquettes qui restent dans le fond. Puis l'eau est vraiment sur le dessus. François, il y a des super bonnes questions, Max, au niveau des chokes IC ou modified. Puis quels sont les... est-ce que ça change selon la grosseur de bille? Encore là, Patronage? c'est patronage. Mais tout dépend. C'est c'est un goût personnel, tu sais. Personnellement, moi, je n'irais pas avec IC. Tout dépendamment de la distance que tu vas. Puis, juste parce que je connais pas non plus la distance à laquelle tu tires tes oiseaux ou quoi que ce soit, là. Euh, Personnellement, je n'irais pas avec IC, j'irais plutôt avec un mode pour densifier le patron, pour créer un certain impact au niveau des oiseaux. IC va tirer plus ouvert, donc tes billes sont plus éparpillées, donc ton patron est moins dense. Oui, tu as des chances, tu as autant de chances de tirer dessus qu'avec un mode, mais moi, j'aime mieux tirer un petit peu plus dense, puis pour créer un certain impact sur l'oiseau. Avec un choke standard, là, IC ou mode, peu importe la grosseur de bille, c'est toujours en fonction des tests que tu vas faire qui va te donner des résultats, mais ça a moins d'impact que sur un choke beaucoup plus serré. Puis encore une fois, pratique-toi avec, si tu dis, ben moi je mets un mode au bout de mon canon, pratique-toi, va faire ton pigeon d'argile, va faire ton patronage avec ton mode, garde ton même choke. Max, il dit qu'il met pas IC. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à chasser, j'avais un IC. En fait, je tirais au pigeon d'argile avec mon 12 de chasse quand on a commencé à tirer. J'avais IC tout le temps au bout de mon canon, au bout de mon canon. Puis j'arrivais même à chasse au canard, j'étais avec un IC. Donc, on devient habitué. C'est comme si c'est la recette gagnante. Puis probablement je prendrais le fusil à Maxime, puis je serais pas habituée avec son choke puis son positionnement. Fait que assurez-vous, pratique-toi avec ton fusil, patronage, tire au pigeon d'argile. Et C'est le meilleur entraînement. côté grosseur de bille, ce que je peux rajouter aussi, c'est que plus ta bille est grosse, plus il va y avoir un stress à l'embouchure du canon lorsque la détonation va se faire. Fait que, en étant plus grosse, les billes ont tendance à avoir un petit peu moins de place à l'embouchure, puis il se crée un stress, puis les billes s'entrechoquent ensemble à la sortie, puis les patrons sont moins beaux. Mais ça, c'est suite à certains tests qu'on a fait qu'on a réalisé que plus ta bille était grosse, moins le patron il était beau. Mais ça encore là, c'est des tests personnels. Puis je vous encourage à le faire de votre côté pour justement réaliser ces différences-là, puis d'être en mesure de faire votre choix. On revient un peu ces chiens, Michael, qui demande à quel âge on peut commencer l'entraînement. Honnêtement, là, comme on disait, à 8 semaines, tu peux commencer des micro-entraînements. Dès que tu reçois ton chiot, que ce soit un setter anglais ou que ce soit un lab ou un... Il y a vraiment beaucoup de petites choses qui peuvent être faites dès que tu reçois ton chien. Puis si tu veux aller voir les micro-entraînements de Conrad Langlois, nous, ça nous a aidé beaucoup, beaucoup au départ quand on a eu Goose. On avait lu les livres, puis il y a même il y a une clé USB avec des petits vidéos. Puis maintenant, Conrad, il fait aussi des petites capsules web, je pense, ou des webinars. Ouais. Avec la situation de la COVID à l'heure actuelle, il fait des séances là, de fin de semaine de quelques heures en ligne. C'est vraiment pas cher, je pense. J'ai vraiment, je pense que c'est très, 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 très abordable. Fait que ça vaut la peine. Puis plus de temps que tu vas passer avec ton chien, ben plus que il va s'améliorer.
Il n'y a pas de recette magique, là, c'est vraiment de passer du temps. Puis un chiot, c'est des séances de 5 minutes. C'est vraiment rapide. C'est mieux que tu fasses 10 séances dans la journée de 5 minutes qu'une de 50. Et donc, ça t'offrait pas, là, ça marchera pas. Fait que vraiment des micro-sessions. Moi, je suis en télétravail, fait que le midi, je vais descendre en bas, je vais faire des micro-entraînements avec Ice, même s'il est rendu à 18 mois. Beaucoup de petites obéissances, faire de la marche au pied dans le sous-sol ou des trucs comme ça, toujours pour le garder à l'affût. Puis Goose, ben lui, c'est sûr que c'est moins intéressant pour lui, là, mais je vais le faire courir un peu dans le terrain, mais des petites séances, 5 minutes. Puis Marie-Claude pourra peut le confirmer, là, mais je pense que la base demeure la même si parce que le Michael parle d'un 7 heures anglais, là, Ouais. mais j'imagine que Marie avec son drator. la base des chiots est relativement la même, peu importe la race du chien. Là. C'est peut-être un petit peu plus tard que l'entraînement va être modifié en fonction de la race du chien, parce que un setter va peut-être être plus entraîné côté... un setter, c'est considéré comme un pointeur, ça? Ou c'est un flasheur? Oui, tout à fait. Cours entraînement quotidien, Marie. Ouais. En fait. 7 heures, Marie, ou Michael, c'est Parce que 7 je heures connais pas, anglais. je connais vraiment pas beaucoup Mais ces là, races de chiens-là, là, mais j'imagine que la base est la même. ouais. On a pas mal livré notre matière ce matin. Ça fait On le se tour. reprend-tu une gorgée de café? Ça, on Il n'a m'en pas. reste plus. Il t'en reste plus. Gênez-vous pas si vous avez des questions. On a encore un petit peu de temps, sinon ça fait le tour. Marie qui nous écrit. Jeff Noro. Quelle distance on pratique? Euh, Les panneaux de patronage, on les avait mis à combien cet été? on avait mis le panneau à 25. Ben, on avait trois distances. On avait 25 verges, 35 verges, puis 45 verges. C'est sûr que pour un débutant, là, je roulerais entre 25 puis 30 verges là, pour débuter. Puis si vous faites du pigeon d'argile, là, ça n'a pas besoin d'être très, très sorcier. Pour un débutant là, qui commence carrément en arrière de la machine, puis on tire ce qu'on appelle la trappe, là. Mais euh, assurez-vous d'en avoir 5, 6, 7 en ligne Dans la même présentation avant de changer. avant de changer. Puis si vous avez une machine, c'est plaisant parce que pour t'entraîner, tu n'as pas besoin de grand-chose. Une machine, puis tu tasses en ouvrant tout le temps ton angle. Tu te tasses à droite ou tu te tasses à gauche, puis tu pratiques tes angles en ouvrant tranquillement, pas vite, le nombre d'angles que tu as par rapport à la trajectoire du pigeon d'argile. Puis ça va te permettre de développer ton œil à l'avance que tu as de besoin en fonction de ta position par rapport à la trajectoire de la ligne du pigeon. Fait que c'est vraiment intéressant d'avoir la chance de se pratiquer. Puis on n'a pas besoin toujours nécessairement d'aller dans les clubs de tir. On se trouve un champ qu'on a accès, puis on amène notre machine, nos pigeons, puis on est en mesure de se pratiquer, puis de commencer à découvrir les angles, mais pas besoin de se mettre à de longues distances au début, là. Courte distance, 25, 30 verges, c'est suffisant. Même au début, tu sais, nos séances d'entraînement, là, on a un ami qui a des champs, là, puis on se mettait en arrière de la machine, puis il fallait qu'on ait 5 pigeons en ligne pour pouvoir reculer d'1 mètre. Puis là, on reculait, on reculait, on reculait. Mais si on en manquait un, on ravançait. Puis là, il fallait refaire 5. Fait que là, on vient vraiment chercher de la stabilité puis de comprendre que ce pigeon-là, quand il sort à telle place, ben c'est comme ça qu'on tire. Ce qui fait que quand ça fait comme une banque, notre coach il appelle ça un bird bank. C'est comme une banque d'oiseaux en tête qui fait que quand on arrive sur un oiseau qui va passer gauche-droite, droite-gauche, qui va nous arriver au-dessus de la tête, c'est toutes des présentations qu'on a pu pratiquer. Tu l'as déjà vu, tu l'as mémorisé, fait que tu es en mesure de le répéter. Ouais. Michel Prévost qui dit qu'il est intéressé par la chasse, mais par quoi commencer l'initiation? Je pense que moi, je dirais le petit gibier, Max. Tu sais, quand tu commences à te promener un petit peu dans le bois, tu sais, de la perdrix, c'est zen comme chasse, c'est, mettons, la première initiation, c'est peut-être comme ça.
Peut-être par le fait que moi, j'ai été initiée comme ça. Relax un peu. C'est relax. Sinon, si vous avez la chance, c'est d'y aller avec des services allez-y de avec guide. un guide, un pourvoyeur qui va être en mesure de vous initier. Là, puis surtout, ce qui est intéressant, là, c'est qu'il va vous encadrer. Puis c'est ça qui est important au début. Parce que c'est pas évident, là, la première fois que tu vas aux oiseaux migrateurs, par exemple, là, c'est pas évident. Ça te prend quelqu'un qui va te guider en arrière de toi puis qui va te dire comment te placer, quoi faire, où tirer. Parce que ça peut devenir un banc d'essai très décourageant les premières fois si t'es pas encadré parce que tu peux tirer n'importe où sans rien récolter. Fait que c'est bon d'avoir quelqu'un à côté de toi qui va te dire où tirer puis te coacher là, dans le déroulement de l'activité. Est-ce qu'on a d'autres questions ce matin? De rien, Michel. Ça fait plaisir. Merci, Marie. Ouais, tu parles de ton drator. J'ai hâte de le voir en plus. Ouais, on a vraiment hâte de voir la de voir. petite pitoune qui va être entraînée comme chien d'arrêt, rapport et chien de sang. C'est vrai, il y a beaucoup de chiens qui peuvent être très versatiles. Ouais. Nos labs, moi, je m'étais dit que c'était des retrievers puis que ça allait rester là. Mais en fait, on va à la perdrix une fois par année. Puis depuis 2 ans, Goose s'est découvert. C'est comme s'il y a une switch. Max, tu disais ça hier, puis c'est vrai, là. Je suis en mode rapport ou je suis en mode... il a l'air d'un aspirateur, en fait. Il se promène d'info 7, là, puis il sniffe tout, là, puis qu'il y ait une perdrix qu'on a tirée, qui est perché dans un arbre ou quoi que ce soit, puis qui est tombé dans du feuillage plus sale ou quoi que ce soit, des herbes, je peux vous garantir qu'il va nous le ramener. Ouais. Fait que c'est vraiment... les chiens, ils ont beaucoup, 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 beaucoup d'instinct. Ils ont un odorat complètement fou. Ouais, c'est ça, Go, il est rendu pratiquement comme un labrador. Un labrador, il arrête pas, lui, il veut le ramasser, fait que oui, ça devient un peu comme un flasheur. Puis, tu sais, dans le chien rapporteur, en fait, dans les tests de chasse, on a une épreuve qu'on appelle la kite ou le quartering. Puis au début, on faisait ça pour les tests de chasse, puis je me disais à quoi ça sert, puis ça servira. Tu sais, je comprenais pas tant. Mais l'automne passé, on était à chasse. On était sur notre part de batture qui était bien fauchée. Puis on tire le canard, puis le canard, il a tombé dans la part de la batture qui était pas fauchée, qui était dans des herbes hautes, qui étaient plus hautes que moi, pratiquement. Fait que là, fallait que je passe un faucette pour me rendre sur cette part de batture-là. Puis là, les gars me disaient, Caro, c'est clair que le canard, il est tombé, vas-y, on l'a vu tomber. Fait que là, je suis partie avec le chien, puis je me disais, c'est sûr qu'il le trouvera pas, mais ça a pas pris 2 minutes que le chien, il jumpait dans les herbes, puis à un moment donné, il s'est mis à spinner, il a ramassé une draffe de vent, il est parti, il m'a ramassé le canard. Je capotais, je me disais, aïe, aïe. Tu sais, Max, il me voyait même pas à travers les herbes. Puis j'ai dit, c'est beau, je l'ai. Le chien me l'avait trouvé. Fait que c'est incroyable. Ils ont un odorat complètement fou. Le chien rapporteur, ça travaille beaucoup avec ses yeux, mais c'est quand il apprend à travailler avec son nez aussi, ben ça devient très intéressant parce que leurs capacités sont incroyables au niveau du nez également. Là, puis le labrador, ça équivaut pas encore à un drator comme le chien de Marie, là, parce que ça, je sais que ça a un nez incroyable, là, mais c'est le fun d'avoir les chiens s'adapter en fonction de la situation, puis ils vont travailler soit avec leurs yeux ou avec leur nez, fait que c'est très plaisant à voir. Je pense que c'est ce qui conclut notre mini-conférence, en fait, discussion, chasse, sauvagine, chien, cartouche. Ça fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez sur le courriel à Max. Ça va nous faire un énorme plaisir. Puis merci d'avoir été avec nous ce matin puis d'avoir pris votre petit café. Je suis sûre qu'il y en a une gang qui sont en pyjama encore. Max, il le dit pas, là, mais il est en bas de pyjama. C'est le haut. Passez une bonne journée tout le monde puis profitez du salon. Salut. Merci beaucoup. Bye.